L'écureuil. Un jour, sans vent de novembre, au lever du soleil, elle repéra un écureuil près du ponton. Il était immobile près de l'eau, à peine visible dans la faible lumière, mais elle savait que c'était un écureuil vivant. Elle n'avait rien vu de vivant depuis très longtemps. Les goélands ne comptent pas, car ils sont toujours sur le départ. Ils sont comme le vent, au-dessus des vagues et de la prairie. Elle enfila son manteau, par-dessus la chemise de nuit, et s'installa à la fenêtre. Il faisait froid. Un froid immobile dans cette pièce carrée avec ses 4 fenêtres. L'écureuil ne bougeait pas. Elle essaya de se souvenir de tout ce qu'elle savait au sujet des écureuils. Le vent les transporte d'une île à l'autre sur des morceaux de bois flottés. Puis ils tombent, songea-t-elle, avec une pointe de cruauté. Le vent s'éteint ou tourne, et ils se retrouvent au large, et les choses ne se passent pas du tout comme ils le pensaient. Pourquoi les écureuils naviguent-ils? Sont-ils curieux ou simplement affamés? Sont-ils courageux? Non, juste d'une stupidité banale. Elle se leva et alla chercher les jumelles. Lorsqu'elle bougea, le froid s'immisça sous son manteau. Elle eut du mal à régler les jumelles, alors elle les posa sur le rebord de la fenêtre et attendit encore un peu. L'écureuil restait sur le ponton, sans rien faire. Il était là, voilà tout. Elle l'observait attentivement. Elle trouva son peigne dans la poche de son manteau et démêla sans hâte ses cheveux en attendant. Puis, il s'élança sur les rochers à toute vitesse, fonça vers le chalet avant de s'arrêter subitement. Elle l'observa d'un œil critique. Elle s'était dressée sur ses pattes arrière, il s'était dressé sur ses pattes arrière, et celle de devant pendait. De temps en temps, il effectuait des bonds nerveux, sans but apparent, des sortes de pirouettes. Il contourna le pignon à vive allure. Elle alla à la fenêtre suivante, celle qui donnait sur l'est, puis celle du sud. Elle ne vit rien, mais savait que l'écureuil était toujours là. Elle pouvait voir toute l'île d'un rivage à l'autre, car il n'y avait aucun arbre, ni buisson. Elle voyait tout ce qui arrivait et partait. Sans se presser, elle se dirigea vers l'âtre pour y allumer une flambée. Elle plaça d'abord 2 morceaux de planche sur le bord, puis déposa des brindilles en bois, des bouts d'écorce de bouleau au milieu, et au-dessus le bois qui se consumait le moins vite. Lorsque le feu eut pris, elle commença à s'habiller avec lenteur et méthode. Elle s'habillait toujours au lever du soleil, chaudement et avec enthousiasme. Elle boutonnait soigneusement ses pulls et son manteau de moleskine autour de sa taille généreuse, et une fois ses bottes enfilées et ses cache-oreilles baissées, elle s'installait devant l'âtre dans un état de bien-être que rien n'aurait pu perturber, parfaitement immobile et l'esprit libre de toute pensée, tandis que les flammes réchauffaient ses genoux. Elle accueillait chaque nouveau jour de la même manière et attendait l'hiver avec constance. L'automne, au bord de la mer, n'était pas comme elle l'avait imaginé. Il n'y avait eu aucune tempête. L'île pourrissait calmement. L'herbe se décomposa sous la pluie. Les rochers devinrent glissants et se recouvrirent d'algues noires jusque bien au-dessus du niveau de l'eau, et le mois de novembre se poursuivit dans la grisaille. Il ne s'était rien produit avant l'arrivée de l'écureuil. Elle se dirigea vers le miroir au-dessus de la commode et s'y examina. Sa lèvre supérieure était surmontée d'un réseau de fines rides verticales qu'elle n'avait encore jamais remarquées. Son visage avait un teint indéterminé entre le brun et le gris, plus ou moins comme la terre en novembre. Les écureuils deviennent également gris-brun l'hiver, mais ils ne perdent pas leur couleur, ils changent de pelage. Elle plaça le café sur le feu et dit « En tout cas, ils ne sont pas doués. » Cette pensée l'amusa. Bon, il ne fallait pas qu'elle brusque les choses. L'animal avait besoin de temps pour s'habituer à l'île, et surtout à la maison, pour comprendre que cette habitation n'était qu'un objet gris, immobile. Mais une maison, une pièce munie de 4 fenêtres, n'est pas vraiment immobile. La personne qui se déplace à l'intérieur doit apparaître comme une silhouette inquiétante. Comment un écureuil interprète-t-il les mouvements à l'intérieur de la pièce? Comment, de l'extérieur, ressent-on les déplacements dans une pièce vide? Il n'y avait qu'une solution. Il fallait qu'elle bouge très lentement et sans aucun bruit. La perspective de vivre de façon totalement silencieuse lui semblait attirante. Si elle pouvait le faire volontairement et pas simplement parce que l'île était silencieuse. Sur la table, il y avait des liasses de feuilles blanches ordonnées avec soin. Elles étaient toujours disposées ainsi, avec les stylos à côté. Les pages écrites étaient orientées vers le plateau. Si les mots ont le visage face à la table, ils peuvent se transformer au cours de la nuit. On les considère avec un regard nouveau, à la hâte, et on peut voir une révélation subite. C'est tout à fait envisageable.
Il était possible que l'écureuil reste jusqu'au lendemain. Il était possible qu'il reste tout l'hiver. Elle traversa tout doucement la pièce jusqu'au placard d'angle et ouvrit les portes. La mer était étale aujourd'hui. Tout était immobile. Elle resta sans bouger, tenant les portes, se demandant ce qu'elle était venue chercher. Comme d'habitude, elle dut retourner devant l'âtre pour se souvenir. Le sucre. Puis, elle se rappela qu'il ne fallait plus du tout de sucre, car il la faisait grossir. Ces réminiscences tardives étaient humiliantes. Elle lâcha prise, laissa ses pensées dériver, et le sucre lui évoqua des chiens, et elle songea à ce qu'il aurait voulu faire, à ce qu'il aurait fallu faire si c'était un chien qui était arrivé sur l'île. Mais elle chassa de son esprit cette idée qui minimisait l'importance de l'écureuil. Elle entreprit de balayer avec minutie et calme. Elle aimait balayer. C'était un jour paisible, un jour sans dialogue. Il n'y avait rien à défendre ou à reprocher. Tout avait été édité, tous ces mots qui auraient pu être d'autres mots ou qui auraient pu facilement être chassés pour faire place à des changements majeurs. Là, il n'y avait qu'un chalet chaud, empli de lumière matinale. Elle qui balayait, et l'agréable bruit du café qui commençait à frémir. La pièce avec ses 4 fenêtres imposait sa présence et sa légitimité. On s'y sentait en sécurité et ce n'était pas un endroit où on pouvait enfermer ou exclure quelque chose. Elle but son café sans penser à rien. Elle se reposait. Une pensée mesquine s'immisça dans son esprit. Toute cette histoire pour un écureuil, il y en a des millions. Ils ne sont pas particulièrement intéressants. L'un d'eux, un spécimen, est arrivé ici par hasard. Il faut que je fasse attention, j'exagère tout à présent. Peut-être suis-je resté seul trop longtemps. Mais ce n'était qu'une pensée transitoire, une observation de bon sens que n'importe qui aurait pu formuler. Elle posa sa tasse. 3 mouettes étaient perchées sur la pointe, toutes tournées dans la même direction. Et voilà qu'elle avait à nouveau un peu la nausée. Il faisait trop chaud devant le feu, et elle se sentait toujours mal après son café du matin. Elle avait besoin de son petit madère, c'était la seule chose qui l'aidait. Voilà comment on débute une journée. Faire du feu, s'habiller, s'asseoir devant l'âtre, balayer, café, madère du matin, remonter l'horloge, se brosser les dents, vérifier le bateau, mesurer le niveau de l'eau, couper du bois, madère en récompense de ce travail, puis vient le reste de la journée et ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le rituel recommence. Le madère du crépuscule, descendre le drapeau, vider le pot de chambre, allumer la lampe et préparer le repas. Puis vient toute la soirée. Tous les soirs, avant qu'il ne fasse noir, il faut consigner le niveau de l'eau, la direction du vent, la température, plus la liste de courses sur le chambranle de la porte. Batterie neuve, collant qui ne gratte pas, toutes sortes de légumes, baume, verre de rechange pour la lampe, lame pour la scie, beurre, madère et fixation pour l'hélice. Elle se dirigea vers l'armoire pour prendre son remède du matin. Le madère se trouvait à l'autre extrémité de la pièce, plus près de la fraîcheur de l'entrée, car elle l'appréciait froid. Une bouteille doit avoir une place fixe. L'escalier de la cave était pentu et périlleux, et il lui paraissait pleutre de cacher des bouteilles en dehors de la maison. Il ne restait pas beaucoup de bouteilles. Le cherry ne comptait pas. Il rend triste et donne mal à l'estomac. La lumière du matin était devenue plus forte. Il n'y avait toujours pas de vent. Elle aurait dû prendre le bus pour aller chercher du madère en ville. Pas tout de suite, mais bientôt avant qu'il ne fasse trop froid. Le moteur ne fonctionnait pas bien. Elle aurait dû s'en occuper, mais ce n'était pas le démarreur cette fois-ci. Ses compétences en mécanique se limitaient à l'allumage et à la goupille de cisaillement. De temps à autre, elle vidait complètement le réservoir et filtrait le carburant à travers un linge. Elle avait posé le moteur contre le mur de la maison, l'avait recouvert d'un sac, et il était resté là. Après tout, elle pouvait ramer. Mais le bateau était lourd et avait tendance à dévier quand il y avait du vent. C'était trop loin. Tout cela était fâcheux, et elle écarta ses pensées. Elle dévissa la capsule, sans bruit, en tenant la bouteille entre ses jambes et pressa le bouchon contre sa paume tout en le tournant. Elle toussota au moment où la bague métallique se rompit et se versa une dose en tenant le verre et la bouteille dans le bon angle, avant de se souvenir que toute cette discrétion était inutile. Après tout, c'était son madère du matin, auquel elle avait droit parce qu'elle se sentait pas très bien. Elle alla déposer le verre sur la table. À la lumière du jour, le vin avait une belle robe rouge, sombre. Lorsque le verre fut vide, elle le cacha derrière la boîte à thé. Elle alla à la fenêtre et essaya de repérer l'écureuil.
très lentement, elle passa de fenêtre en fenêtre et attendit qu'il se montre. Le vin l'avait réchauffée et le feu brûlait dans l'âtre. Elle choisit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout doucement. Le vent était toujours très faible. La mer se confondait avec le ciel dans un néant gris. En revanche, la pluie de la nuit avait noirci la colline. L'écureuil arriva. Sa venue était comme une récompense parce qu'elle était calme et avait réussi à chasser toutes ses pensées. Le petit animal bondissait sur la colline, en décrivant des courbes sinueuses. Il traversa l'île jusqu'au rivage et retourna s'installer sur le ponton. Il s'en va, pensa-t-elle. Il n'y a rien à faire ici, rien à manger, pas d'autre écureuil. Les tempêtes vont arriver et il sera trop tard. Elle s'agenouilla à grand-peine et sortit la boîte à pain de sous le lit. Les animaux sentent quand il est temps de partir, comme les rats du navire. Ils nagent ou voguent pour s'éloigner de ce qui est condamné. Elle grimpa la colline en se déplaçant avec autant de précaution que possible, puis cassa des morceaux de pain dur et les plaça dans les fissures. Il l'avait repérée à présent. Il courut jusqu'au bord de l'eau et s'immobilisa. Tout ce qu'elle voyait, c'était une tache, une silhouette, mais ses contours dégageaient une impression de vigilance et de méfiance. Maintenant, il va s'en aller. Maintenant, il a peur. Elle continua à rompre du pain aussi vite qu'elle le pouvait, de plus en plus vite, le frappant de ses poings et le cassant sur ses genoux avant de jeter les petits morceaux par terre. Puis elle détala vers le chalet à quatre pattes et se positionna derrière la fenêtre. Le ponton était vide. Elle attendit 1 heure, en passant de fenêtre en fenêtre. La brise creusait des ridules sombres sur la mer et il était difficile de déterminer si quelque chose y flottait ou nageait. Elle ne voyait que des oiseaux posés, tels des points blancs, sur les vagues, avant qu'ils ne s'envolent pour aller planer au-dessus de la pointe. Puis les ombres produites par la brise gagnèrent du terrain et elle ne vit plus rien. Ses yeux se fatiguèrent et se mirent à pleurer. Elle éprouvait un profond désespoir, tant pour l'écureuil que pour elle-même. Elle était stupide et s'était ridiculisée. C'était l'heure du madère. L'heure du madère qui récompensait son travail. Peu importait qu'elle ne se soit pas brossé les dents, qu'elle n'ait pas coupé du bois pour le feu, ni mesuré le niveau de l'eau et tout ça. Elle devait veiller à ne pas devenir trop maniaque. Elle sortit son verre, le remplit à la hâte et sans précaution particulière, puis le posa sur la table après l'avoir vidé. Elle resta immobile et tendit l'oreille. La nature du silence avait changé. Un vent d'est régulier soufflait légèrement à présent. La lumière matinale avait quitté la pièce. Ses premières lueurs, pleines d'attentes et de possibilités, désormais, premières lueurs, pleines d'attentes et de possibilités. Désormais, la lumière du jour était banale et grise. Une partie d'un nouveau jour s'était déjà écoulée, un peu souillée par de mauvaises pensées et des actes inutiles. Tout ce qui était lié à l'écureuil lui paraissait déplaisant et embarrassant. Alors elle le chassa de ses pensées. Elle était au milieu de la pièce, entourée de la chaleur de son madère, et elle savait. Ce n'est qu'un moment et il passera vite. Il faut que je m'en serve ou que je le renouvelle. Toutes ces casseroles étaient alignées au-dessus de la cheminée. Tous ces livres côte à côte sur leurs étagères, et ces instruments nautiques accrochés au mur. Des objets décoratifs sans lesquels il serait difficile de survivre sur une mer hivernale. Même s'il n'y avait jamais eu de tempête, en d'autres circonstances, elle aurait peut-être été capable d'écrire à quelqu'un. Nous avons un vent de force 8. Je travaille. Dehors, le flotteur à saumon tape contre le mur et les vagues ont couvert les vitres d'embrun. Non, les vitres sont obscurcies par une brume salée, couvertes d'embrun projetés par aveuglés. Des embruns charriés par les rouleaux s'abattent. Cher M.K., nous sommes en présence d'un vent de force 8. Il n'y a pas de tempête, juste du vent, méchant, opiniâtre, et une mer enflée et brillante qui lèche en permanence la côte. Si le vent forcit, il vaudrait mieux que je jette un coup d'œil au bateau, et lorsque je l'aurai fait, j'aurai mérité un autre madère qui n'aura pas été comptabilisé. À ce moment-là, l'écureuil réapparut. Un léger bruissement, un grattement le long du mur du chalet. Puis ses griffes crissèrent sur la vitre et elle aperçut son visage attentif. Des spasmes agitaient sa truffe par petits soubresauts ridicules, et ses yeux ressemblaient à des billes de verre. L'espace d'un instant, il fut très proche. Puis, la fenêtre fut à nouveau vide. Elle éclata de rire. « Tu es donc toujours là, petit diablotin ?» Maintenant, il lui fallait du vent.
n'importe quelle sorte de vent, du moment qu'il souffle du continent et des grandes îles. Elle tapota le baromètre pour tenter de déterminer s'il baissait. Ses lunettes n'étaient pas à leur place habituelle. Elle ne les trouvait jamais, mais l'appareil devait indiquer instable, comme toujours. Il fallait qu'elle écoute les prévisions météo, puis elle se souvint que les piles de la radio étaient mortes. Peu importe, ce n'était pas un problème, l'écureuil était resté. Elle s'avança jusqu'à la liste de courses sur le chambranle et ajouta « Nourriture pour écureuil ». Que mange-t-il? De l'avoine? Des macaronis? Des haricots? Elle pourrait lui préparer de la bouillie d'avoine. Ils s'adapteraient, l'un à l'autre, mais pas question de trop l'apprivoiser, ça non. Elle n'essaierait jamais de le faire manger dans sa main, de le laisser entrer dans le chalet ou de le faire venir quand elle l'appelait. L'écureuil ne devait pas devenir un animal domestique, une responsabilité, une conscience, il devait rester sauvage. Ils vivraient chacun leur vie et se contenteraient de s'observer, de se reconnaître, de se tolérer et de se respecter. Mais pour le reste, ils poursuivraient leurs existences, chacun de leur côté, en toute liberté et indépendance. Elle ne se souciait plus de ce chien. Les chiens sont dangereux. Ils reflètent tout, instantanément. Ce sont des bêtes superficielles et pleines de compassion. Un écureuil, c'est mieux. Ils se préparèrent à passer l'hiver sur l'île. Ils s'accoutumèrent l'un à l'autre et prirent des habitudes communes. Après son café du matin, elle déposait du pain sur la colline, puis s'installait à la fenêtre pour regarder l'écureuil manger. Elle avait décidé qu'il ne pouvait pas la voir à travers la vitre et qu'il n'était sans doute pas très intelligent, mais elle persistait à se déplacer lentement et s'était habituée à rester assise et immobile pendant de longs moments, voire des heures, tout en suivant les mouvements de l'écureuil sans penser à rien de particulier. Parfois, elle lui parlait, mais jamais lorsqu'il était assez proche pour l'entendre. Elle écrivait à son sujet des choses imaginées, des observations, et elle établissait des parallèles entre eux. Il lui arrivait parfois d'écrire des choses offensantes sur lui, des accusations éhontées qu'elle regrettait ensuite et biffait. Le temps était indécis, et les températures ne cessaient de chuter. Chaque jour, juste après avoir mesuré le niveau de l'eau, elle montait en haut de la colline, là où était entreposée sa grande pile de bois. Elle sélectionnait plusieurs bûches, parfois un morceau de tronc, puis les sciait et les débitait au bois de chauffage, minutieusement, et non sans une certaine habileté. Lorsqu'elle se livrait à cette activité, elle était aussi forte et assurée que lorsqu'elle était assise devant l'âtre au lever du soleil, déjà habillée, aussi immobile qu'une statue, sans la moindre pensée dans la tête. Quand le bois était coupé, elle le rentrait dans le chalet et le rangeait avec soin autour de la cheminée. Chaque morceau et fragment, en triangle ou carré compact et élégant, en étroit rectangle ou encore en demi-cercle, créant un puzzle, un intarsia parfait. Elle avait ramassé le bois pour l'hiver elle-même. Le vent changeait sans cesse de direction. Il fallut allonger les amarres du bateau et les ajuster à nouveau. La nuit, elle se réveillait, tendait l'oreille, s'inquiétant pour le bateau, au cas où il heurterait la roche. Elle finit par le sortir de l'eau. Cela ne l'empêchait pas de se réveiller, car elle songeait aux tempêtes et aux grandes marées. Il faudrait le hisser plus haut, sur des rondins. Un matin, elle alla jusqu'au tas de bois et y choisit une grume particulière pour y débiter des rondins. Elle la saisit et tira dessus. Une bûche tomba de l'autre côté, provoquant le mouvement rapide de quelque chose de vivant qui détala, paniqué et disparut en un éclair. Elle lâcha le tronc et recula. Bien sûr, c'était là qu'il avait élu domicile. Il s'était construit un logis, et elle venait de le détruire. « Je ne savais pas, lança-t-elle pour sa défense. Comment aurais-je pu savoir ?» Elle laissa le tronc sur place, et se précipita au chalet pour aller chercher de la laine de bois. Elle referma la porte de la cave à voler, et ne se rappela la lampe de poche qu'une fois plongée dans les ténèbres. Elle l'oubliait toujours. Des bocaux, des cartons, des boîtes. Avait-elle jamais eu de la laine de bois? Peut-être était-ce de la laine de verre qu'elle avait, ce qui ne serait pas approprié pour un écureuil. De la fibre de verre, si la laine de verre est faite avec du verre. Elle tâtonna le long des étagères, et éprouva à nouveau cette incertitude qui, à bien des égards, affecte tout ce qui existe. Une hésitation constante entre oubli et connaissance, réminiscence et idée des rangées de boîtes à n'en plus finir, et on ne sait jamais lesquelles sont vides. Bon, il faut que je me ressaisisse. La boîte que je cherche est pleine de bric-à-brac, des pièces pour le moteur, un carton sous l'escalier. Elle le trouva, et commença à sortir le fatras qu'il contenait en long enchevêtrement récalcitrant.
cette opposition et l'obscurité devenant le reflet de ses rêves nocturnes, des cauchemars où elle devait se dépêcher, où il était toujours trop tard, elle tira sur les matériaux hostiles et sut « je ne vais pas y arriver ». Il ne s'agissait plus uniquement de l'écureuil, mais de tout ce pourquoi il est peut-être toujours trop tard. Pour finir, elle prit le carton dans ses bras et essaya de monter les marches avec. Il était trop gros, et l'un de ses coins se coinça dans le loquet de la porte. Elle poussa avec ses épaules et sa nuque. Le carton céda et son contenu se déversa sur le sol. Il ne lui restait plus que quelques secondes. Elle courut vers la colline, trébucha puis reprit sa course. Elle rampa autour du tas de bois et glissa la laine enchevêtrée partout où elle serait facile à trouver et ne risquait pas d'être mouillée. Voilà, il ne te reste plus qu'à construire ta maison. Il était évident qu'elle ne pouvait rien faire de plus. Son grand corps ne lui avait jamais semblé aussi lourd. Elle se glissa lentement à l'abri dans une crevasse des rochers, remonta ses jambes pour dormir et oublia complètement l'écureuil. Elle était en sécurité et dans un endroit intime, totalement recroquevillé, à l'intérieur de son pull, de ses bottes et de son imperméable, profondément enfoncé dans un cocon chaud de laine humide et de conscience apaisée. Après midi, il se mit à pleuvoir. Elle fut réveillée par une révélation qui s'était imposée à elle dans son sommeil à propos du bois de chauffage, ce bois dont elle aurait besoin chaque jour pendant l'hiver. De constantes expéditions de fourmis sur la colline pour scier et débiter du bois, qui creuserait de plus en plus profondément dans le tas, un ennemi obstiné et implacable qui se rapprocherait sans cesse et ouvrirait de nouvelles bouches de froid et de lumière autour d'un écureuil condamné, blotti dans son foyer de laine enchevêtrée. Il fallait qu'ils se partagent le bois de chauffage. C'était absolument évident. Un tas pour elle et un pour l'écureuil. Et il fallait procéder à cette répartition tout de suite. Son corps était engourdi par le sommeil, mais complètement calme, car elle n'avait qu'une seule chose à faire. Elle se dirigea droit vers le tas de bois aussi lourde qu'une maison. Elle fit tomber des bûches et en transporta une en titubant jusqu'au chalet. La pente était glissante et ses bottes dérapaient dans la mousse, mais elle continuait jusqu'à atteindre le bas du tas, déversant son chargement contre le mur de la maison avant de remonter la colline. Il fallait porter des bûches, pas les faire rouler. Une bûche qui roule est une force incontrôlable qui écrase tout sur son passage. Il fallait porter les bûches avec soin jusqu'à l'endroit exact où elle en aurait besoin. La personne qui les transporte doit elle-même être comme une bûche, pesante et disgracieuse, mais forte et capable. Tout doit trouver sa place et il faut essayer de comprendre à quoi ça peut être utile. Je porte de manière de plus en plus stable. Je respire d'une manière nouvelle, ma sueur et du sel. Il faisait presque noir et il pleuvait toujours. Ces périples répétitifs sur la colline lui semblaient irréels, mais ils avaient quelque chose de paisible et d'automatique. Tandis qu'elle se traînait dans un sens et dans l'autre, elle entra dans un état vertigineux qui consistait à soulever, porter, équilibrer et jeter le bois contre le mur, puis à remonter la colline. Et pendant qu'elle s'activait, elle se sentit devenir forte et assurée, ce qui polit tous ces mots et les réduisit à leur quintessence. Support, panneau, planche, bûche. Elle retira son pull et le laissa sous la pluie. Le résultat de ce que je fais sera ce que je veux. Je déplace ce qui est au mauvais endroit pour que ça finisse au bon endroit. Mes jambes se tendent dans mes bottes. Je pourrais porter des rochers, les soulever et les faire rouler avec une baramine et une poulie, d'énormes rochers, et construire un mur autour de moi où chaque rocher aurait sa place. Mais peut-être cela ne sert-il à rien d'ériger un mur autour d'une île. Lorsque la nuit tomba, elle sentit la fatigue l'envahir. Ses jambes se mirent à trembler. Elle délaissa les lourdes bûches et transporta des panneaux. Pour finir, elle en fut réduite à aligner du petit bois le long du mur, et des pensées mesquines et inquiétantes s'immiscèrent dans son esprit. Peut-être l'écureuil n'avait-il pas trouvé refuge à l'extérieur du tas de bois, mais en plein milieu, là où c'était vraiment sec. Elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Chaque fois qu'elle avait retiré une planche, il s'agissait peut-être du toit de la maison de l'écureuil. Chaque fois qu'elle avait soulevé quelque chose, elle avait peut-être causé des perturbations et des dégâts. Quiconque, s'aventurant à modifier la forme du tas de bois, aurait dû évaluer avec soin la manière dont les bûches étaient disposées, la manière dont elles s'assemblaient, aurait envisagé le problème de façon calme, sensée et posée pour déterminer s'il valait mieux soulever d'un coup sec ou faire glisser lentement et avec patience. Elle écouta le chuchotement du silence de l'île, la pluie et la nuit.
C'est impossible, pensa-t-elle. Je n'y retournerai jamais. Elle revint au chalet, se déshabilla et se coucha. Elle n'alluma pas la lampe ce soir-là. C'était une infraction rituelle, mais cela montrait à l'écureuil le peu de cas qu'elle faisait de ce qui se passait sur l'île. Le lendemain matin, l'écureuil ne vint pas manger. Elle attendit longtemps, mais il ne vint pas. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit vexé ou suspicieux. Tout ce qu'elle avait fait était simple, sans équivoque et juste. Elle avait partagé le tas de bois, puis s'était retirée. Plus que juste, même car la réserve de bois de l'écureuil était beaucoup plus importante que la sienne. Si l'animal avait la moindre confiance en elle, s'il la considérait même comme un être vivant bienveillant, il devait comprendre que dès le départ, elle n'avait cherché qu'à l'aider. Elle s'installa à la table, tailla son crayon et disposa le papier devant elle, à angle droit, parallèle au bord de la table. Cela l'aidait toujours à mieux comprendre l'écureuil. Mais bon, si malgré tout l'écureuil ne la considérait que comme un objet en mouvement, sans importance et qui le laissait indifférent, il pouvait tout aussi bien la considérer comme un ennemi. Elle essaya de se concentrer et s'efforça sérieusement d'appréhender de quelle manière l'écureuil la concevait et en quoi la frayeur qu'il avait eue près du tas de bois avait modifié son attitude. Peut-être avait-il été sur le point de s'abandonner à elle, mais avait été pris de méfiance à l'instant crucial. En revanche, s'il la considérait comme sans importance, comme un simple élément de l'île, une partie de tout ce qui se délitait et marquait l'avancée de l'automne vers l'hiver, dans ce cas il était improbable qu'il considère l'incident du tas de bois comme une agression, mais plutôt comme une tempête, un changement. Elle se sentait lasse et se mit à dessiner des carrés et des triangles sur le papier, et plus elle dessinait, moins elle comprenait l'écureuil. Elle traça de longues lignes sinueuses pour relier les carrés et les triangles, et des petites feuilles qui poussaient dans toutes les directions. Il avait cessé de pleuvoir. La mer était pleine et brillante. Toutes ces idioties que les gens racontaient sur la beauté de la mer. C'est alors qu'elle vit le bateau. Il était loin, mais bougeait. Se rapprochait une forme noire, inorganique, qui n'était ni une mouette, ni une pierre, ni une balise de navigation. Le bateau se dirigeait droit sur l'île, et il ne pouvait aller nulle part ailleurs. Les bateaux vus de profil lorsqu'ils passent dans les chenaux sont inoffensifs, mais celui-ci fonçait sur elle, noir comme une mouche à viande. Elle s'agrippa à ses feuillets, certains tombèrent en voletant. Elle tenta de les rassembler dans le tiroir, mais ils se chiffonnèrent et refusèrent d'y entrer. De toute façon, c'était une erreur, une grosse erreur que de vouloir les cacher. Ils devaient rester en vue, dissuasifs et protecteurs. Elle les ressortit, les aplanit. Qui venait? Qui osait venir? C'étaient eux, les autres. Ils l'avaient trouvés. Elle courut en tous sens dans la pièce, déplaçant les chaises et les objets avant de les remettre là où ils étaient initialement, car la pièce devait rester telle qu'elle. Le point noir s'était rapproché. Elle s'accrocha au rebord de la table à deux mains, resta immobile et tendit l'oreille pour entendre le bruit du moteur. Elle ne pouvait rien faire. Ils arrivaient. Ils arrivaient droit sur elle. Lorsque le son du moteur fut très proche, elle ouvrit à la volée la fenêtre à l'arrière du chalet, sauta dehors et s'élança. Il était trop tard pour mettre le bateau à l'eau. Elle s'aplatit et fila vers le côté opposé de l'île, où elle se coula dans une crevasse près du rivage. D'ici, le moteur était inaudible. Elle n'entendait que le lent mouvement des vagues sur les rochers. Que se passera-t-il s'ils viennent à terre? Ils verront mon bateau. S'ils trouvent le chalet vide, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont fouiller l'île et me trouver ici, caché ici. Ce n'est pas une bonne idée, pas du tout, il faut que je retourne au chalet. Elle se mit à ramper, plus lentement, vers la crête de l'île. On avait éteint le moteur. Ils avaient accosté. Étendue de tout son long dans l'herbe mouillée, elle avança de quelques mètres et se hissa sur ses coudes pour observer. Le bateau avait jeté l'ancre dans les hauts fonds près de l'île, et ses passagers se livraient à une espèce de pêche à la mouche. 3 types carrés qui jetaient leurs lignes et buvaient du café dans un thermos. Ils bavardaient peut-être un peu. De temps à autre, ils ramenaient leurs lignes. Peut-être prenaient-ils du poisson. Sa nuque était fatiguée et elle laissa sa tête retomber sur ses bras. Elle ne se souciait pas des écureuils, des pêcheurs à la mouche ou de qui que ce soit d'autre. Elle se laissa juste aller à une grande déception. Comment est-ce possible, pensa-t-elle en toute sincérité? Comment puis-je me mettre dans une telle colère en les voyant arriver? Puis, être terriblement déçue parce qu'ils ne descendent pas à terre. Le lendemain matin, elle décida de ne pas se lever. Une admirable décision pleine de mélancolie. Elle ne se dit rien de plus que « je ne me lèverai plus jamais ». Il pleuvait, une pluie calme et régulière, qui aurait pu continuer indéfiniment.
C'est bon, j'aime la pluie. Des rideaux, des draperies et une pluie qui s'obstine, crépitant, tambourinant, cognant sur le toit, différente de la lumière du jour qui se déplace dans la pièce d'heure en heure, sur le rebord de la fenêtre et le tapis, marquant l'arrivée de l'après-midi sur le fauteuil à bascule, pour finalement disparaître sur le manteau de la cheminée, rouge comme une accusation. Aujourd'hui, il fait honnêtement et simplement gris. Un jour anonyme, hors du temps. Il ne compte pas. Elle se fit un creux chaud pour son lourd corps et rabattit le duvet sur sa tête. À travers le petit trou d'air ménagé devant son nez, elle voyait 2 roses couleur chair sur le papier peint. Rien ne pouvait l'atteindre. Lentement, elle glissa à nouveau dans le sommeil. Elle était entraînée à passer de plus en plus de temps endormie. Elle aimait le sommeil. Le temps pluvieux cédait la place au crépuscule lorsque la faim la réveilla. Il faisait très froid dans la pièce. Elle s'enroula dans le duvet et descendit chercher une boîte de conserve à la cave. Elle avait une fois de plus oublié sa lampe de poche et en prit une au hasard dans les ténèbres, puis tendit l'oreille, mal à l'aise, la boîte à la main. L'écureuil était quelque part dans la cave. Elle entendit un minuscule grattement, puis le silence. Mais elle savait qu'il était là. Il passerait tout l'hiver dans sa cave, et son nid pouvait être n'importe où. Il fallait que le trou reste ouvert. Elle ne devait pas laisser la neige le reboucher. Toutes les conserves, tout ce dont elle pouvait avoir besoin, devait être monté dans le chalet, et même comme ça, elle ne saurait jamais avec certitude si l'écureuil vivait dans la cave ou dans le tas de bois. Elle remonta et referma la trappe derrière elle. La conserve dans sa main contenait de la viande à la nette, un plat qu'elle n'aimait pas. Une bande de ciel dégagé était apparue à l'horizon, un fin liseré de soleil couchant rougeoyant. Les îles reposaient comme des filets des taches d'un noir de suie sur une mer étincelante, dont les flammes léchaient le rivage où la houle montait et descendait encore et encore, décrivant sans cesse la même courbe autour de la pointe, se découpant contre la colline glissante en ce mois de novembre. Elle mangea lentement, en regardant le rouge s'intensifier dans le ciel et sur la mer. Un rouge d'une incroyable violence, jusqu'à ce qu'il s'éteigne, subitement, et que tout devienne violet, avant de se fondre progressivement dans les tons gris du début de la nuit. Elle était tout à fait éveillée à présent. Elle s'habilla, alluma la lampe et toutes les bougies qu'elle put trouver, lança le feu, puis posa la lanterne près de la fenêtre. Finalement, elle accrocha le lampion en papier dehors, devant la porte, et il diffusa sa clarté immobile dans la nuit paisible. Puis, elle sortit le reste du madère et posa la bouteille à côté de son verre sur la table. Elle sortit en laissant la porte ouverte et se dirigea vers la colline. La maison illuminée était belle et aussi mystérieuse que le hublot éclairé d'un navire inconnu. Elle continua jusqu'à la pointe, puis se mit à faire le tour de l'île, très lentement, juste au bord de l'eau, le visage toujours tourné vers l'obscurité du large. Ce n'était qu'une fois revenue à la pointe, le tour complet de l'île effectué, qu'elle s'autoriserait à se retourner pour regarder la maison illuminée. Et cela fait, elle regagnerait directement la chaleur, refermerait la porte et serait chez elle. Lorsqu'elle revint dans le chalet, l'écureuil était sur la table. Il paniqua et renversa la bouteille qui se mit à rouler. Elle plongea, mais trop tard. La bouteille se fracassa par terre. Elle se retrouva avec des éclats de verre entre les doigts, tandis que le vin formait une tache sombre sur le tapis. Elle leva la tête et regardait l'écureuil. Il était entre ses livres, comme fixé au mur, les pattes écartées, tel un blason, immobile. Elle se releva et fit un pas vers lui, puis un autre. Comme il ne bougeait pas, elle tendit la main et se rapprocha, très lentement. L'écureuil la mordit à la vitesse de l'éclair avec des dents aussi acérées que des ciseaux. Elle hurla de colère plusieurs fois dans la pièce vide, puis trébucha sur des fragments de verre, sortit et se précipita sur la colline où elle rabroua l'écureuil. Personne n'avait jamais trahi sa confiance ou enfreint un accord tacite avec elle de la manière dont l'écureuil l'avait fait. Elle ne savait pas avec certitude si elle avait tendu la main vers l'animal pour le caresser ou pour l'étrangler. C'était sans importance. Elle avait juste tendu la main. Elle rentra, balaya le verre cassé, puis éteignit toutes les lumières et ajouta du bois dans l'âtre. Puis, elle brûla tout ce qu'elle avait écrit sur l'écureuil. Durant la période qui suivit, leurs rituels ne changèrent pas. Elle plaçait de la nourriture sur la colline et l'écureuil venait manger. Elle ne savait pas où il vivait et ne voulait pas le savoir. Pour lui montrer son mépris, une indifférence qui ne s'abaissait pas à la vengeance, elle ne s'approchait plus de la cave ou du tas de bois sur la colline. Mais,
À part ça, elle se déplaçait brusquement sur l'île, se précipitant hors du chalet ou claquant la porte, faisant entrechoquer des objets ou marchant d'un pas lourd. Elle finit par se mettre à courir. Elle restait immobile, à un long moment, totalement immobile. Puis s'élançait vers la colline, traversant l'île dans un sens et dans l'autre, soufflant et haletant, agitant les bras et hurlant. Elle se moquait éperdument que l'écureuil la voie ou pas. Un matin, à son réveil, elle s'aperçut qu'il avait neigé. Un épais manteau qui ne fondait pas. Maintenant que le gel était arrivé, il fallait qu'elle aille en ville pour acheter des provisions et qu'elle mette le moteur en marche. Elle alla examiner le moteur, le souleva quelques instants puis le reposa contre le mur. Peut-être, dans quelques jours, le vent était fort. Elle préféra se remettre à la recherche des empreintes de l'écureuil dans la neige. Le sol était blanc et vierge près de la cave et du tas de bois. Elle longea la côte et passa l'île au peigne fin, mais ne trouva pas d'autres traces que les siennes, claires et noires, découpant l'île en carrés, en triangles et en longues courbes. Plus tard dans la journée, elle fut prise de doute et entreprit de chercher sous les meubles, ouvrit les placards et les tiroirs et monta même sur le toit pour regarder dans la cheminée. « Tu te moques de moi, diablotin !» dit-elle à l'écureuil. Puis elle se rendit sur la pointe pour compter les morceaux de planche, les radeaux à écureuil qu'elle avait préparés pour le moment où le vent serait favorable et pourrait le ramener sur le continent, juste pour montrer à l'animal à quel point elle se souciait peu de ce qu'il faisait et de son éventuel départ. Ils étaient toujours là, tous les 6. Mais l'espace d'un instant, elle douta. Y en avait-il 6 ou 7 ? Elle aurait dû noter le nombre. Elle revint au chalet, battit le tapis et balaya. Ces jours-ci, tout était chamboulé. Parfois, elle se lavait les dents le soir et ne se donnait pas la peine d'allumer la lampe. Tout cela parce qu'elle n'avait plus de madère pour l'aider à découper les jours en véritables périodes, pour les définir et les rendre plus faciles à retenir. Elle nettoya toutes les pièces, toutes les fenêtres, et rangea sa bibliothèque. Pas par auteur cette fois-ci, mais par ordre alphabétique. Une fois cette tâche terminée, elle songea à une classification meilleure et plus personnelle. Elle allait disposer les ouvrages qu'elle aimait le plus sur le rayonnage du haut, et ceux qu'elle aimait moins en bas. Mais elle fut surprise de constater qu'aucun ne lui plaisait vraiment. Alors elle les laissa comme ils étaient, et s'assit devant la fenêtre pour attendre davantage de neige. Il y avait un gros nuage au sud. Peut-être en était-il chargé. Ce soir-là, elle éprouva une soudaine envie de compagnie et monta sur la colline avec son talkie-walkie. Elle déplia l'antenne, alluma l'appareil et écouta. Elle entendit de lointains crépitements et bruissements. Une fois ou deux, elle était tombée sur des conversations entre deux bateaux, et peut-être était-ce à nouveau le cas. Elle attendit, longtemps. Il faisait nuit noire et le silence était complet. Elle ferma les yeux et attendit patiemment. Puis quelque chose émergea du bruit de fond, très loin. Pas des mots, mais deux voix qui discutaient ensemble. Des paroles lentes et calmes. Elles se rapprochèrent, mais sans qu'elle puisse distinguer ce qui était dit. Elle comprit que la conversation touchait à son terme. Le ton avait changé, les répliques étaient plus courtes. Les voix se dirent au revoir. C'était trop tard. Elle se mit à hurler « Allô, c'est moi, est-ce que vous m'entendez ?» même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Puis, il n'y eut plus que des parasites distants, et elle éteignit l'appareil. « Idiote !» se dit-elle. Elle songea que les piles étaient peut-être adaptées à la radio et alla essayer. Elles étaient trop petites. Il fallait qu'elle aille en ville. Du madère, des piles. Sous pile, elle écrivit « noisette » avant de le barrer. L'écureuil était parti. Après tout, il y avait bien eu 7 morceaux de bois et non pas 6, tous exactement à la même distance du rivage, à 65 cm. Elle parcourut sa liste et soudain elle lui apparut comme un inventaire dans une langue étrangère, sans aucun rapport avec elle. Goupilles de cisaillement, baumes, lait en poudre, piles, une liste d'objets irréels et hostiles. La seule chose importante, c'étaient les morceaux de bois. Y en avait-il eu 6 ou 7 ? Elle prit sa règle et sa lampe de poche, puis sortit à nouveau. Le rivage était vide, absolument vierge. Il n'y avait plus de morceaux de planche, plus un seul. La mer avait monté et les avait emportés. Elle était médusée. Elle resta plantée sur le rivage, sa lampe braquée vers l'eau. La lumière brisait la surface, illuminant une grotte souterraine gris-vert pleine de petites particules indéfinies qu'elle n'avait jamais remarquées. Les contours de la caverne s'estompaient à mesure qu'elle plongeait dans la houle. Elle leva la lampe et la braqua vers la mer dans les ténèbres. Le faible halo se réfléchit sur une couleur.
un jaune pâle, un bateau décoloré que le vent éloignait de la côte. Elle ne comprit pas tout de suite qu'il s'agissait de son propre bateau. Elle se contenta de le regarder, notant pour la première fois à quel point les mouvements d'un bateau vide qui dérive n'ont aucun sens et sont grotesques. Mais le bateau n'était pas vide. L'écureuil était perché sur sa proue. Aveuglé, il fixait la lumière, telle une figarine en carton, un jouet mort. Elle commença à retirer ses bottes, mais s'interrompit. La lampe était posée sur le rocher et éclairait l'eau en oblique, révélant un tapis d'algues déplacé par la marée montante. Puis les ténèbres, à l'endroit où la colline descendait en douce. C'était trop loin, trop froid, trop tard. Elle fit un pas maladroit et la lampe bascula dans l'eau. Elle ne s'éteignit pas tout de suite, mais continua à briller tandis qu'elle coulait le long de la roche, s'estompant graduellement au milieu des images fugitives de paysages brunâtres, fantomatiques et d'ombres en mouvement. Puis, il ne resta que les ténèbres. « Maudit écureuil » dit-elle lentement et avec admiration. Elle resta plantée dans l'obscurité, toujours sous le coup de cette violente surprise, les jambes un peu flageolantes et se demandant si un changement aussi complet qu'incompréhensible s'était produit. Petit à petit, elle chercha son chemin pour regagner le chalet. Cela lui prit beaucoup de temps. Elle ne se sentit soulagée qu'après avoir refermé la porte. Un soulagement immense et euphorique. On l'avait libérée de toute décision. Elle n'avait plus besoin de détester l'écureuil ou de s'inquiéter pour lui. Elle n'avait plus besoin d'écrire à son sujet, n'était plus obligée d'écrire du tout. Tout avait été décidé et résolu avec une simplicité d'une clarté absolue. Il s'était remis à neiger. Les flocons tombaient serrés, lentement. L'hiver était arrivé. Elle ajouta du bois dans l'âtre et augmenta la flamme de la lampe. Elle s'installa à la table de la cuisine et commença à écrire, très vite. Un jour, sans vent de novembre, au lever du soleil, elle repéra quelqu'un près du ponton.